Ma voisine m'a coincé devant les boîtes aux lettres ce matin et m'a dit: Pourquoi tu continues à m'éviter, Nathan? Je l'ai regardée, Marie Lefèvre, la femme qui avait emménagé il y a 6 mois, avec des cartons pleins de chagrin et un sourire qu'elle avait oublié comment porter, et je lui ai dit la vérité que je fuyais depuis des mois. Parce que te regarder fait mal. Je m'appelle Nathan Cross. Je suis ambulancier depuis 12 ans dans cette petite ville de Bourgogne. Et j'évite ma voisine tous les jours depuis que le camion de déménagement s'est garé devant chez elle. Chaque matin, quand elle sort sur son perron, je rentre chez moi. Chaque fois qu'elle me fait un signe par-dessus la clôture, je trouve soudain une raison urgente d'aller vérifier mon véhicule. Chaque fois qu'elle essaie de me dire bonjour au supermarché, je me souviens brusquement d'un truc qu'il me faut dans une autre allée. Pendant 6 mois, j'ai perfectionné l'art de disparaître dès que Marie apparaît. Mais ce matin, elle en avait assez. Elle m'a coincé entre les boîtes aux lettres et la haie, là où je ne pouvais pas m'échapper sans la bousculer physiquement, et elle a exigé de savoir pourquoi son voisin, un homme à qui elle n'avait rien fait, un homme avec qui elle avait essayé si fort d'être sympa, l'a traitée comme si elle portait une maladie contagieuse. Te regarder fait mal, ai-je répété, parce qu'elle me fixait avec ses yeux verts qui ressemblaient tellement à une autre paire d'yeux verts que j'avais regardé se fermer il y a 3 ans, et je n'arrivais pas à trouver un mensonge assez gros pour cacher la vérité. Le visage de Marie est devenu livide. Sa main, levée pour me pointer du doigt, est retombée lentement. Ça veut dire quoi? Sa voix est sortie petite, blessée, comme si je venais de confirmer toutes les peurs qu'elle trimballait. Kanyoshi, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi regarder ta voisine te fait mal? Je suis resté là, le courrier serré dans mes mains aux jointures blanches, et j'ai cherché des mots qui ne détruiraient pas nos deux mondes. Mais comment dire à une femme que la regarder, c'est revoir la petite fille de 8 ans qui est morte dans tes bras. Que l'éviter est la seule façon de respirer sans se noyer dans la culpabilité? Que tu connais son prénom, son adresse, sa date d'anniversaire, sa commande de café préférée et jusqu'au son exact de son cri dans une salle d'attente d'hôpital. Non pas parce que tu es son voisin, mais parce que tu es l'ambulancier qui n'a pas réussi à sauver la seule personne qu'elle ait jamais aimée. Comment lui dire que la regarder fait mal, parce qu'elle est la preuve vivante de ton pire échec? Que chaque fois que tu vois son sourire, tu te souviens de sa fille qui te demandait de dire à maman qu'elle l'aimait. Que l'éviter est ta pénitence pour la vie que tu n'as pas pu sauver. Et comment lui dire la partie qui rend tout encore pire? Que quelque part au milieu de ces 6 mois à l'éviter, à l'observer depuis mes fenêtres et à l'entendre pleurer à travers les murs mitoyens, j'ai fait l'impardonnable. J'ai commencé à tomber amoureux de la femme dont j'ai détruit la vie. Mais Marie était toujours là, attendant une réponse. Et je voyais exactement le moment où elle a décidé qu'elle ne partirait pas avant que j'explique pourquoi son voisin trouvait si douloureux de la regarder. Dis-moi, a-t-elle murmuré, et sa voix portait quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la colère, pas seulement de la douleur, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, comme si elle connaissait déjà une partie de la réponse et attendait juste que je la rattrape. Dis-moi pourquoi me regarder te fait mal, Nathan, parce que moi aussi j'évite quelque chose, et peut-être qu'il est temps qu'on arrête tous les deux de fuir. Attends, elle aussi évitait quelque chose. Qu'est-ce que ma voisine savait que j'ignorais? Et pourquoi la façon dont elle prononçait mon prénom sonnait moins comme une inconnue et plus comme quelqu'un qui l'avait déjà entendu dans un contexte que je n'arrivais pas à imaginer? Le vent d'octobre s'est levé, éparpillant les feuilles sur le trottoir entre nous. Quelque part plus loin dans la rue, un chien a aboyé. Une portière de voiture a claqué, des sons normaux dans un quartier ordinaire où 2 personnes restaient figées dans un moment qui allait tout changer. Tu veux vraiment savoir? Ma voix est sortie plus rauque que je ne le voulais. Tu veux vraiment savoir pourquoi je ne peux pas te regarder sans avoir l'impression de me noyer? Oui. Elle n'a pas hésité, n'a pas reculé. Elle est restée là, dans son jean délavé et son pull trop grand qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus costaud, peut-être quelqu'un qui n'était plus là. Ça fait 6 mois que je me demande si j'ai fait quelque chose de mal, que je me dis peut-être que je suis trop cassé, trop triste, trop le rappel que les choses horribles arrivent aux gens bien. J'ai besoin de savoir si j'ai raison ou s'il y a autre chose. Le courrier dans mes mains s'est froissé. Des factures et des prospectus, du papier sans importance qui pesait soudain comme des parpaings. Il y a 3 ans. J'ai commencé, puis arrêté, repris. Il y a 3 ans. Un mardi soir sous la pluie, j'ai été appelé sur un accident sur la Nationale 7. Un chauffard ivre a traversé la ligne centrale. Collision frontale, 3 victimes.
Je l'ai regardée, guettant le moment où la reconnaissance la frapperait, mais elle est restée là, attendant simplement. Et j'ai compris qu'elle voulait entendre tout, qu'elle en avait besoin. Il y avait une petite fille sur la banquette arrière, 8 ans, des boucles brunes, des yeux verts, un sac à dos rose avec des licornes dessus. Ma gorge s'est serrée. 3 ans, et je ne pouvais toujours pas parler de la petite Lily Lefebvre, sans avoir l'impression qu'on m'écrasait la poitrine. Elle était consciente quand je suis arrivé. Terrifiée, elle pleurait en appelant sa maman. Je l'ai tenue pendant que les pompiers la dégagèrent de la voiture. Je lui ai dit qu'elle allait s'en sortir, que tout irait bien. La main de Marie est montée à sa bouche. Doxo, mais ça n'allait pas bien. Elle a fait un arrêt dans l'ambulance. J'ai tout fait correctement. Massage parfait, rythme parfait, tout selon le protocole, mais parfois le protocole ne suffit pas. Je l'ai regardée vraiment, pour la première fois depuis 6 mois, et je l'ai laissé voir tout ce que j'avais caché. Elle est morte en me tenant la main. Et avant de partir, elle m'a demandé de dire à sa maman qu'elle l'aimait. Elle m'a fait promettre de dire à sa maman qu'elle n'avait pas eu peur à la fin. Un son est sorti de Marie, petit, brisé, plein de 3 ans de chagrin comprimé en une seule expiration. Alors je suis allé à l'hôpital, ai-je continué, et je tremblais maintenant. Le courrier m'est tombé des mains et s'est éparpillé sur le trottoir. J'ai attendu qu'on me laisse entrer dans la salle familiale. Et je t'ai vu. Je t'ai vu t'effondrer quand le médecin a prononcé les mots. Je t'ai entendu hurler le prénom de ta fille, comme si, en criant assez fort, elle reviendrait. J'ai vu les agents de sécurité devoir te retenir pour t'empêcher de courir jusqu'à la morgue. J'étais là, dans mon uniforme taché de sang, et je voulais te dire ce qu'elle avait dit, je voulais tenir ma promesse. Mais les mots ne partaient pas, parce que je savais que te dire qu'elle t'aimait ne réparerait rien, ne la ramènerait pas, n'arrêterait pas ce que je voyais mourir en toi cette nuit-là. Les larmes coulaient sur le visage de Marie, mais elle ne bougeait pas, ne s'enfuyait pas. Elle encaissait chaque mot comme des coups qu'elle attendait depuis longtemps. Moutada t'a dit, c'est moi l'ambulancier qui a tenu ta fille pendant qu'elle mourait. C'est moi qui n'ai pas pu la sauver. C'est à cause de moi que tu as dû enterrer une enfant de 8 ans dans une tombe qui n'aurait jamais dû exister. Ma voix s'est brisée. Alors quand tu as emménagé, il y a 6 mois, quand je t'ai vu descendre de cette voiture et que je t'ai reconnu immédiatement, j'ai su que je ne pouvais pas être ton voisin, pas être ton ami, pas te regarder sans la revoir, sans me souvenir que j'avais échoué auprès de la personne que tu aimais le plus au monde. Le silence qui a suivi ressemblait à une chute, à cet instant juste avant l'impact, quand tu sais que le choc arrive, mais que tu es encore en l'air, en espérant stupidement voler. Et te regarder fait mal, ai-je terminé dans un murmure. Parce que chaque fois que je vois ton visage, je vois le sien. Chaque fois que tu souris, je me souviens de son sourire. Chaque fois que tu as mal, je sais que j'en suis en partie la cause. Te regarder fait mal parce que tu es la preuve vivante que je ne suis pas le héros dans l'ambulance. Je ne suis qu'un homme qui a regardé le monde entier de quelqu'un s'effondrer et qui n'a rien pu faire pour l'arrêter. Marie a essuyé son visage avec la manche de son pull. Quand elle a relevé les yeux, il contenait quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. Un mélange de soulagement, de douleur et d'autres choses, quelque chose de complètement différent. « Nathan », a-t-elle dit, et la façon dont elle a prononcé mon prénom a fait s'arrêter mon cœur. Elle m'a fait comprendre que ce moment allait devenir autre chose, quelque chose pour quoi je n'étais pas prêt. « Je sais qui tu es. » Le monde a basculé. « Quoi ? » « Je sais qui tu es, » a-t-elle répété. Et maintenant je l'entendais, la reconnaissance, la certitude. Je le sais depuis avant d'emménager ici. Je le sais depuis 3 ans. Les mots sont restés suspendus entre nous comme la fumée d'un incendie que je ne voyais pas, mais que je sentais soudain tout consumeur. « Tu savais », me suis-je entendu dire, et ça ressemblait à la voix de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont toute la compréhension des 6 derniers mois était en train d'être déchiquetée. « Tu savais qui j'étais, et tu es venu habiter à côté quand même. » Marie a hoché la tête et de nouvelles larmes ont coulé. Mais celle-là était différente. Elle ressemblait à du soulagement mêlé de honte, mêlé de quelque chose qui la faisait paraître plus petite, plus jeune, plus fragile que je ne l'avais jamais vue. « Je ne l'avais pas prévu au début, » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Jétian, la maison était en vente. Je voulais déménager quelque part où il n'y aurait plus la chambre de Lily, ses jouets, ses marques de taille sur le mur de la cuisine. Mon agent immobilier m'a montré 3 maisons. La tienne était juste à côté de la 3e. J'ai vu ton nom sur la boîte aux lettres. L'air d'octobre était soudain trop froid, trop coupant dans mes poumons.
Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai ressorti le rapport d'accident, celui que j'avais lu 1000 fois, en cherchant quelque chose que j'aurais raté, un détail qui expliquerait pourquoi ma fille est morte. Et voilà, c'était écrit noir sur blanc. Ambulancier Nathan Cross, arrivé sur les lieux, prodiguer les premiers soins d'urgence, transporter la patiente, déclaré décédée à 20h47. Marie posa la main sur sa poitrine, comme si elle essayait de retenir quelque chose à l'intérieur. J'avais lu ton nom tellement de fois qu'il ne ressemblait plus à un nom, juste des mots sur du papier. Mais le voir sur cette boîte aux lettres, ça t'a rendu réel. Je n'ai pas pu bouger, pas pu respirer. Je suis resté planté là pendant que mon voisin, qui n'était apparemment pas seulement mon voisin, défaisait tout ce que je croyais comprendre. Alors j'ai acheté la maison, continua Marie, pas pour te faire du mal, pas pour te forcer à m'affronter. Je l'ai achetée parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais passé 3 ans à haïr le chauffard qui avait tué ma fille, 3 ans en colère contre Dieu, contre l'univers, contre tous ceux qui gardaient leurs enfants alors que le mien était parti. Mais je n'avais jamais été en colère contre toi. Pourquoi pas? La question sortit brutale, désespérée. Tu devrais me haïr. Je n'ai pas pu la sauver. Je l'avais dans les mains et je n'ai pas pu. Parce que tu l'as tenue. La voix de Marie trancha la mienne. Forte, maintenant. Sûre. Parce qu'elle n'est pas morte seule sur une nationale sous la pluie, entourée d'inconnus qui ne faisaient rien. Elle est morte dans les bras de quelqu'un qui a pris la peine de la tenir, qui a promis de me dire qu'elle m'aimait, même si tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. J'ai lu ta déposition à la police. Tu as dit qu'elle n'avait pas eu peur à la fin. Tu as dit qu'elle était partie paisiblement. Tu sais ce que ça a représenté pour moi? Tu sais combien de nuits je suis resté éveillé à l'imaginer terrifiée, seule, souffrant? J'ouvris la bouche, mais rien ne sortit. Ton rapport m'a donné le seul réconfort que j'ai eu, la seule chose qui m'ait permis de dormir parfois. Savoir que quelqu'un était là, savoir que quelqu'un avait essayé. Elle fit un pas vers moi. Alors j'ai emménagé à côté parce que je voulais voir l'homme qui avait tenu ma fille. Je voulais comprendre qui tu étais. Quel genre de personne passe sa vie à courir vers les urgences pendant que tout le monde s'enfuit? Je me suis dit que si je pouvais te voir, te connaître, ça m'aiderait peut-être à donner un sens à tout ça. Et ça t'a aidé? Demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la réponse. Non, dit-elle avec un rire qui sonnait brisé, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu m'évites. Je ne m'attendais pas à ce que tu me regardes comme si j'étais du poison. Je ne m'attendais pas à me sentir rejeté par la seule personne qui avait montré de la gentillesse à ma fille dans ces derniers instants. La culpabilité s'enfonça plus profondément. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça, ajouta-t-elle en désignant l'espace entre nous, cet espace chargé de quelque chose que j'essayais de ne pas nommer. Je ne m'attendais pas à passer 6 mois à t'observer par la fenêtre, à te voir partir au travail à 6 heures du matin en uniforme, à te voir rentrer épuisé et hanté, à te voir t'asseoir sur ton perron certains soirs avec l'air de porter le poids du monde entier. Je ne m'attendais pas à commencer à me soucier de savoir si tu avais mangé, si tu allais bien, pourquoi tu avais toujours l'air si seul. Mon cœur cognait contre mes côtes. Bah là, j'ai évité de te dire la vérité, murmura Marie, la voix presque inaudible, parce que quelque part au cours de ces 6 mois, j'ai arrêté d'essayer de comprendre l'ambulancier qui avait tenu ma fille, et j'ai commencé à tomber amoureuse de l'homme d'à côté. Et je ne savais pas comment te dire que te regarder me fait mal aussi, mais pas parce que tu me rappelles ce que j'ai perdu, parce que tu me rappelles que je suis encore vivante, que je peux encore ressentir des choses, que le chagrin n'a pas tué toutes les parties de moi, même si parfois j'aimerais qu'il l'ait fait, parce que vivre me donne l'impression de la trahir. L'air entre nous était électrique, dangereux, comme si nous nous tenions au bord de quelque chose qui allait soit nous détruire tous les deux, soit nous sauver tous les deux. Il n'y avait pas de demi-mesure. Donc tu es venu ici pour trouver des réponses, dis-je lentement, essayant de comprendre. Et au lieu de ça, tu as trouvé quelqu'un d'aussi brisé que moi. Quelqu'un qui comprend ce que ça fait de perdre un être cher et de s'en vouloir, termina-t-elle. Quelqu'un qui sait que le chagrin n'est pas quelque chose qu'on surmonte, c'est quelque chose qu'on apprend à porter. Quelqu'un qui me regarde et voit une personne, pas une tragédie. Je la vois, avouai-je, et les mots firent mal en sortant. Chaque fois que je te regarde, je la vois. Ses yeux, son sourire dans le tien. La vie qu'elle aurait pu avoir si j'avais été meilleur, plus rapide, plus intelligent. Arrête. La main de Marie se tendit, plana près de mon bras sans le toucher. Nathan, tu n'as pas tué ma fille. Un chauffard ivre l'a fait. Toi, tu as essayé de la sauver. Il y a une différence. Vraiment?
Ma voix se brisa. Parce que ça fait 3 ans que je me dis que si j'avais fait autrement, si je l'avais positionné différemment, si j'avais commencé le massage plus tôt, si j'avais appelé des renforts plus vite, et ça fait 3 ans que je me dis que si j'étais allé la chercher à l'école plus tôt, si nous avions pris un autre chemin, si j'avais accepté qu'elle dorme chez son amie comme elle me l'avait demandé. Les yeux de Marie se plantèrent dans les miens. On peut tous les deux porter une culpabilité qui n'est pas la nôtre. On peut tous les deux se torturer avec des « et si » qui ne changent rien. Ou alors on peut rester là et enfin dire la vérité. Quelle vérité? Que se regarder fait mal parce que ça nous fait ressentir quelque chose qu'on pensait ne plus jamais ressentir. Elle le dit si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, que nous sommes tous les deux vivants alors qu'on voulait être morts, que quelque part, au milieu de toute cette douleur, on a trouvé quelqu'un qui comprend. Avant que je puisse répondre, avant même que je puisse digérer ce qu'elle disait, une portière claqua derrière nous. Nous nous retournâmes tous les deux. Un homme descendit d'une berline argentée, garée de l'autre côté de la rue, costume coûteux, regard froid. Quelque chose dans sa démarche, prédateur, déterminé, fit hurler tous mes instincts de danger. Il s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Marie Lefèvre, dit-il, et sa voix portait une autorité qui sonnait faux. Il faut qu'on parle de l'accident de votre fille. Je suis le lieutenant Warren Price, et je vous cherche depuis très longtemps. » Marie se raidit à côté de moi. Je sentis sa main attraper mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Et soudain, j'étais de retour en mode ambulancier. Lecture du langage corporel, évaluation du niveau de menace. Ce lieutenant faisait peur à ma voisine, et ça réveillait en moi tous les instincts protecteurs que j'avais. « Lieutenant, dis-je en gardant une voix neutre, me plaçant légèrement devant Marie, c'est une conversation privée. Ce dont vous avez besoin peut attendre. » En fait, non. Price sortit son insigne, le montra comme s'il l'avait fait 1000 fois. « Madame Lefèvre, le chauffard qui a tué votre fille est éligible à une libération conditionnelle le mois prochain. La famille de la victime a le droit de faire une déclaration à l'audience. Le parquet essaie de vous joindre depuis 6 semaines. Vous avez ignoré 12 lettres recommandées, 8 appels téléphoniques et 2 visites à votre ancienne adresse. » La prise de Marie sur mon bras se resserra. « Je ne veux pas faire de déclaration, » dit-elle, la voix creuse, vide. « Je ne veux pas m'asseoir dans une salle et parler de la mort de ma fille devant une commission qui va le laisser sortir de toute façon. Je ne veux pas revivre cette nuit. »« Je comprends, » répondit Price, adoucissant sa voix, mais quelque chose sonnait calculé. « Mais il y a une autre raison à ma présence. Le parquet examine aussi la réponse d'urgence à l'accident. Il y a des questions sur le respect du protocole, sur le fait que d'autres décisions auraient pu changer l'issue. » Mon sang se glaça. « Il m'enquête sur moi, dis-je platement, énonçant le fait parce que je voyais où ça menait. L'ambulancier qui est intervenu sur les lieux, confirma Price en me regardant maintenant. Nathan Cross. Il y eut une plainte déposée par l'avocat du chauffard, alléguant que c'est une négligence médicale et non les actes de son client qui auraient causé la mort de l'enfant. C'est un coup désespéré. Ça n'ira probablement nulle part, mais l'État exige une enquête sur toutes ces allégations. Marie lâcha mon bras, s'éloigna de moi, et pendant une seconde terrible, je crus que c'était fini. Le moment où elle réaliserait que j'étais vraiment responsable. Le moment où me regarder cesserait de faire mal pour devenir insupportable. Mais quand elle se tourna vers le lieutenant, ce que je vis sur son visage n'était pas de l'horreur, c'était de la fureur. « Négligence médicale ?» Sa voix trancha comme une lame. « Vous êtes en train de me dire sérieusement qu'un avocat essaie de rejeter la faute sur l'ambulancier qui a tenu ma fille mourante pour ce qu'a fait un chauffard ivre ? Madame Lefèvre, je suis seulement là pour vous informer. » « Non. » Elle avança vers Price. Je ne l'avais jamais vu comme ça, jamais vu le chagrin se transformer en quelque chose d'aussi tranchant et dangereux. « Non, vous êtes là parce qu'un chauffard veut sortir de prison plus tôt et que son avocat pense que s'attaquer au premier intervenant est une bonne stratégie. Vous êtes là parce que le système se soucie plus des détails juridiques que de la vérité. Vous êtes là parce que même 3 ans après, la mort de ma fille n'est encore qu'un dossier pour tout le monde. » Marie se tourna vers moi, ignorant complètement le lieutenant. « Vous saviez, demanda-t-elle à Price, que Nathan Cross rentre chez lui tous les soirs et reste 21 minutes dans son camion avant d'entrer ? Que parfois il n'entre même pas, qu'il reste là jusqu'à l'aube ? Votre enquête vous a dit ça ? Elle mentionne qu'il se torture depuis 3 ans pour une enfant qu'il n'a pas pu sauver, qu'il porte une culpabilité qui n'est pas la sienne parce que c'est ce que font les gens bien quand des choses horribles arrivent. » Price bougea, mal à l'aise. « Votre dossier mentionne que les derniers mots de ma fille étaient de lui demander de me dire qu'elle m'aimait ?
que c'est grâce à lui qu'elle n'est pas morte seule et terrifiée, que c'est lui qui m'a donné la seule paix que j'ai eue en 3 ans, simplement en étant là quand je ne pouvais pas l'être. Les larmes coulaient en feu maintenant sur le visage de Marie, mais sa voix ne tremblait jamais. Parce que si votre enquête cherche quelqu'un à blâmer, dites-leur de regarder le chauffard qui a traversé la ligne centrale. Dites-leur de regarder le bar qui lui a servi 8 verres. Dites-leur de regarder chaque personne qui l'a vu monter dans cette voiture et n'a rien dit. Mais n'osez pas regarder l'homme qui a couru vers ma fille quand tout le monde s'enfuyait. Le silence qui suivit était lourd, sacré, comme si nous nous trouvions dans une église, plutôt que sur un trottoir jonché de courriers éparpillés et de feuilles d'automne. Le lieutenant Price se racla la gorge. Madame Lefebvre, je veillerai à ce que votre déclaration soit jointe au dossier d'enquête et je dirai au parquet que vous avez besoin de plus de temps pour l'audience de libération conditionnelle. Dites-leur que je serai là, répondit Marie. Dites-leur que je ferai une déclaration. Dites-leur que ce chauffard peut pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours et que je serai là pour m'assurer que la commission sache exactement ce qu'il m'a pris. Mais l'ambulancier ? Elle se tourna vers moi et quelque chose dans ses yeux fit s'arrêter mon cœur. L'ambulancier a sauvé ce qu'il pouvait et ça doit suffire. Price hocha la tête, remonta dans sa voiture et partit, nous laissant là, au milieu des décombres de tout ce que nous avions évité de dire. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dis-je enfin. Si, je l'étais. Marie se tourna complètement vers moi. Puta, parce que tu passes 3 ans à te blâmer, et moi j'ai passé 6 mois à te regarder souffrir, et j'en ai assez de nous laisser prétendre que cette culpabilité sert à autre chose qu'à nous garder prisonnières du passé. Marie, je la vois encore quand je te regarde. Je sais. Elle s'approcha encore, et moi je vois encore l'homme qui l'a tenue quand je te regarde. Mais Nathan, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que la voir en moi signifie qu'elle est encore là, d'une certaine façon, qu'elle fait encore partie de nos 2 vies, qu'elle nous relie encore. Je secouai la tête. Te regarder fait mal. Je sais, répéta-t-elle. Et maintenant elle était assez proche pour que je voie la nuance exacte de vert dans ses yeux. La même que ceux de Lily, mais différente aussi, uniquement la sienne. Mais peut-être que faire mal n'est pas toujours mauvais. Peut-être que parfois faire mal signifie qu'on est encore assez vivant pour ressentir quelque chose. Peut-être que te regarder fait mal parce que ça veut dire que tu tiens à moi et que tenir à quelqu'un te rend vulnérable et que la vulnérabilité est terrifiante quand on a déjà tant perdu. Ma gorge se serra. Je suis venu ici pour comprendre l'ambulancier qui a tenu ma fille, continua Marie. Mais je suis restée parce que j'ai commencé à tomber amoureuse de mon voisin, celui qui répare ma boîte aux lettres quand elle se casse, celui qui déneige mon allée avant que je me réveille, celui qui a laissé des courses devant ma porte le jour où j'avais la grippe, celui qui pense qu'il est invisible, mais qui a été la personne la plus visible, la plus présente dans ma vie pendant 6 mois. Je ne suis pas... Comment sais-je ? Mais elle posa sa main sur ma poitrine, exactement sur mon cœur, et les mots moururent. Et te regarder fait mal aussi, Nathan. Ça fait mal parce que tu me fais me sentir vivante, alors que me sentir vivante ressemble à une trahison envers Lily. Ça fait mal parce que tu es gentil, tu es bon, et tu me vois comme une personne, et non comme une tragédie. Ça fait mal parce que je tombe amoureuse de toi. Et je ne sais pas si j'ai le droit de tomber amoureuse de quelqu'un, surtout pas de l'homme qui a tenu ma fille pendant qu'elle mourait. Est-ce qu'on a le droit ? Demandai-je, la voix brisée. Est-ce qu'on a le droit de ressentir ça quand c'est construit sur sa mort ? Je ne sais pas. Sa main resta sur ma poitrine, sentant mon cœur cogner contre sa paume. Mais je sais que les derniers mots de Lily étaient de me dire qu'elle m'aimait, que ses derniers instants ont été avec quelqu'un qui a pris la peine de la tenir, qu'elle n'est pas morte seule, et peut-être que c'est ce qu'elle me donnait. Pas seulement un au revoir, mais la permission de savoir que l'amour existe encore, que se faire tenir compte encore, que les gens qui se montrent quand tout s'effondre méritent qu'on s'accroche à eux. Je posai ma main par-dessus la sienne. Quand tu m'as demandé pourquoi je t'évitais, j'ai dit que te regarder faisait mal, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Et l'autre moitié ? Te regarder fait mal parce que ça me rappelle que je suis encore vivant, parce que ça me donne envie de choses que je pensais mortes avec ta fille, parce que chaque fois que je te vois sourire, je me souviens que le monde continue de tourner même après les pires choses, et ça me terrifie. Parce que si je me laisse tenir à toi, si je me laisse tomber amoureux de ma voisine et que quelque chose t'arrive,
Si je te perds aussi, je ne pense pas que je survivrai. Alors on a tous les deux peur, dit Marie, tous les deux convaincus qu'on trahit quelqu'un en se souciant l'un de l'autre. Absolument. Tous les deux ici à souffrir parce que se regarder nous rappelle qu'on est vivant. Oui, alors peut-être qu'on arrête de fuir, elle le dit simplement, comme si c'était la chose la plus facile au monde au lieu de la plus difficile. Peut-être qu'on se regarde et qu'on laisse faire mal, qu'on laisse ça nous rappeler qu'on est vivant, qu'on laisse ça être compliqué, désordonné, douloureux et beau en même temps. Peut-être que se regarder fait mal parce que c'est la seule façon de guérir. Je pris sa main contre ma poitrine mais ne la lâchai pas. Je la gardai entre les miennes, comme quelque chose de précieux et de fragile. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un quand je n'ai pas pu sauver la personne qu'elle aimait le plus. Et moi, je ne sais pas comment être avec quelqu'un qui me rappelle la pire nuit de ma vie, répondit Marie. Mais peut-être qu'on peut le découvrir ensemble. Peut-être qu'on avance un jour à la fois. Peut-être que certains jours se regarder fait trop mal et qu'on a besoin d'espace, et d'autres jours ça fait moins mal. Peut-être qu'on est honnête sur la douleur au lieu de s'en cacher. Et si je n'arrive pas à arrêter de la voir quand je te regarde, alors parle-moi d'elle. La voix de Marie se brisa. Parle-moi des choses que tu as vues et que je n'ai pas pu voir. Parle-moi de ces derniers instants. Dis-moi chaque détail dont tu te souviens, parce que ça fait 3 ans que j'ai un trou là où ces souvenirs devraient être. Dis-moi. Et peut-être que la voir en moi deviendra quelque chose qu'on partage au lieu de quelque chose qui nous sépare. Je regardais ma voisine. Vraiment regardée pour la première fois depuis 6 mois, sans détourner les yeux. Je vis la femme qui avait eu le courage d'emménager à côté de son propre chagrin, le courage d'affronter l'homme qui l'évitait, le courage de me défendre devant un lieutenant alors qu'elle aurait pu me blâmer, le courage de rester là et de dire que se regarder, même quand ça fait mal, était peut-être exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. D'accord, dis-je, et le mot ressemblait à un saut dans le vide, à choisir de tomber en espérant que quelqu'un me rattraperait. D'accord, essayons. Essayons de nous regarder, de laisser faire mal, et de laisser guérir en même temps. Marie sourit et je le vis. Je vis le sourire de Lily dans le sien, mais je vis aussi quelque chose qui n'appartenait qu'à Marie. Je vis la femme qui avait survécu au pire qui puisse arriver à une mère et qui continuait à vivre quand même. Je vis la voisine qui avait été patiente pendant 6 mois, pendant que je réapprenais à être humain. Te regarder fait encore mal, avouai-je. Tant mieux, répondit-elle, parce que te regarder fait mal aussi, et peut-être que ça veut dire qu'on est exactement là où on doit être. Je l'attirai dans mes bras et elle vint volontiers. Elle passa ses bras autour de moi et s'accrocha fort, et je la tins en retour. Pour la première fois depuis 3 ans, le poids que je portais sembla plus léger. Pas disparu, jamais disparu, mais partagé. Réparti entre deux personnes qui comprenaient que certaines douleurs ne s'en vont pas. Elles deviennent simplement une partie de qui on est. Nous restâmes là sur le trottoir entre nos deux maisons, le courrier éparpillé à nos pieds, le vent d'octobre poussant les feuilles autour de nous, et nous nous permîmes de souffrir ensemble, de vivre ensemble, de croire que peut-être, juste peut-être, se regarder était le premier pas vers la guérison. 3 mois plus tard, Marie témoigna à l'audience de libération conditionnelle. J'y allai avec elle, je m'assis au fond de la salle pendant qu'elle parlait à la commission de Lily, de la petite fille qui adorait les licornes et voulait devenir vétérinaire, du trou dans sa vie qui ne serait jamais comblé, des raisons pour lesquelles le chauffard devait purger l'intégralité de sa peine. La libération fut refusée. 6 mois après cela, je racontai enfin à Marie tous les détails dont je me souvenais des derniers instants de Lily. Nous étions assis sur mon perron au coucher du soleil, et je lui parlais du sac à dos rose, de la façon dont Lily avait serré ma main, des mots exacts qu'elle avait prononcés. Marie pleura, mais elle sourit aussi. Elle dit que ça l'aidait de savoir, que ça lui apportait la paix. 1 an après notre conversation devant les boîtes aux lettres, nous prenions un café sur son perron quand elle dit « Je ne crois pas que ça fasse encore aussi mal de te regarder. » Non, non. Maintenant, quand je te regarde, je vois l'homme dont je tombe amoureuse. Je vois encore l'ambulancier qui a tenu Lily, mais je vois plus que ça maintenant. Je vois Nathan, juste Nathan. Et ça ne fait pas mal. Ça ressemble à la guérison. Je pris sa main. Te regarder fait encore mal parfois, mais tu avais raison. C'est une bonne douleur. Celle qui me rappelle que je suis vivant, celle qui signifie que je ressens quelque chose de vrai. Ça fait 2 ans que nous sommes ensemble maintenant. Certains jours sont plus durs que d'autres. Certains matins, le chagrin est si lourd qu'on arrive à peine à se lever,
mais nous avons appris à le porter ensemble. Nous avons appris que guérir n'est pas oublier ni passer à autre chose. C'est trouver quelqu'un qui comprend le poids que tu portes et qui dit « laisse-moi t'aider à le tenir ». Regarder Marie fait encore mal parfois, mais maintenant ça fait mal comme quand on étire un muscle. Le genre de douleur qui signifie qu'on guérit. Le genre qui rend plus fort. Ma voisine m'a demandé pourquoi je continuais à l'éviter. Je lui ai dit la vérité. Parce que la regarder faisait mal. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, les choses qui nous font mal sont exactement celles dont nous avons besoin pour guérir. Parfois, regarder sa douleur, c'est regarder son avenir. Parfois, la personne qui te rappelle ce que tu as perdu est la même qui te montre ce que tu as encore. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes deux personnes brisées qui se sont trouvées au milieu du chagrin et qui ont décidé de guérir ensemble plutôt que de souffrir seules. Et chaque jour, nous choisissons de nous regarder, de laisser faire mal quand il faut que ça fasse mal, de laisser guérir quand c'est prêt à guérir. Parce que c'est ça, l'amour après la perte. C'est choisir de regarder, c'est choisir de souffrir, c'est choisir de guérir, et c'est choisir de croire que peut-être, juste peut-être, ce que tu as fui si longtemps est exactement ce que tu cherchais depuis le début. As-tu déjà évité quelqu'un parce qu'il te rappelait une douleur que tu n'étais pas prêt à affronter? As-tu déjà dû choisir entre te protéger et ouvrir ton cœur à quelqu'un qui comprenait ton chagrin? Partage ton histoire en commentaire ci-dessous. Parce que parfois, la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est regarder ce qui fait mal et choisir de guérir quand même. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé que guérir est impossible même après les pires pertes, abonne-toi. Parce que tout le monde mérite de savoir que regarder sa douleur ne signifie pas y rester coincé pour toujours. Parfois, ça signifie trouver quelqu'un qui t'aidera à la porter jusqu'à ce que vous soyez tous les deux assez forts pour la poser.